Ouais, akhi, salam alaikum. Allez, tout ça. C'est Désolé. bon, Ouais, ouais, ouais. maman, Dé- elle a fini de te crier dessus, c'est bon? Non, mais pas de souci. Elle m'a dit juste, elle m'a dit, dis pas n'importe quoi parce que la police française, ils peuvent t'attendre à l'aéroport. Elle t'a dit, tu es trop sur Instagram, mon fils, faut arrêter. Taïb, le frère David, je t'envoie une invite. Donc, comme je disais, Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Alors, aujourd'hui, sujet intéressant, mashallah, en mode Turquie, en, en, Ouais, en, en, le mode, ouais, le mode Turquie. en mode ottoman. Donc, je C'est bien, disais, non? C'est bien, non? hein, mashallah, c'est beau gosse, mashallah. Ah, il est Euh, Sujet important aujourd'hui, donc, on va parler du musulman et de l'amour qu'il doit ou peut porter à la France. Sachant qu'ici, je pense que nous trois, on est nés en France. Donc, le frère Ziad, il m'a suggéré ce sujet et il m'a dit qu'il a des bons arguments. Il m'a même dit qu'après ce live, je vais réciter la Marseillaise. j'ai jamais dit ça. Oh, le mytho. Tu m'as pas dit ça? Tu m'as dit ça en message. Non, c'est pas toi. J'ai dit, il y a des gens, mais la Marseillaise, frérot, Ah, d'accord. j'avais déjà vu la chante. D'accord, d'accord. Non. Vas-y. D'accord. Autant pour moi. On va aller Donc, sur un terrain que les gens, ils connaissent pas, plutôt, tu vois. La vas-y, Marseillaise, bah, non. j'attends d'entendre tous ces arguments. Ça marche. Donc voilà, en gros, le sujet d'aujourd'hui, c'est le musulman en France. Est-ce qu'il doit aimer ou peut-il aimer la France? Le frère Ziad, il va nous donner ses arguments. Et moi, j'ai voulu inviter le frère David Passa parce que voilà, souvent, je regarde j'écoute ses vidéos et je pense qu'il a un autre son de cloche. Je sais pas, on va voir. Je pense qu'il aurait peut-être un autre son de cloche que celui de Zied. Et moi aussi, on va dire que pour l'instant, en tout cas, je partage pas vraiment ou totalement l'avis de Zied. Donc c'est un débat. On va essayer d'entendre les idées de tout un chacun dans le respect et la bonne humeur. Juste, je voudrais dire, bon, d'habitude, on fait des lives et les frères, ils se coupent beaucoup. Donc là, je vais faire quoi? Je vais essayer de donner des temps de parole pour pas qu'on se coupe et comme ça, on essaie à chaque fois de respecter les temps de parole. Non. Donc, Bismillah, Zied, si tu peux vite fait te présenter. Après, le frère David, il va se présenter, comme ça les gens ils savent un peu qui vous êtes. Et après, tu pourras expliquer ta thématique, Inch'Allah. Ça marche. Bismillah. Déjà, Mm. barakallahu fik d'avoir permis cet échange parce que moi, je l'ai demandé à beaucoup de personnes Mhm, parmi les musulmans qui sont sur Internet, etc. mhm, Soit il y en a qui refusent, soit il y en a qui répondent pas parce que je sais pas pourquoi. Alhamdulillah, t'as accepté et ça mhm, prouve déjà qu'il y a une ouverture d'esprit. Tu vois, déjà, ça, c'est la base. Il y a un esprit critique, il y a toutes ces choses-là. Tu mhm. sais, on veut entendre l'autre. Tu vois. Donc, je t'en remercie dans un premier temps. Ah, Donc, normal, moi, je pas me de souci. présente. Moi, Ziad Ghazouani, j'ai 35 ans, père de 3 enfants, marié. J'ai notamment écrit 2 livres. Après, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie, mais bon, tranquille. Euh, comment dire, moi, j'ai voulu qu'on fasse ce débat parce que je suis sur un autre son de cloche que celui qu'on nous a enseigné depuis petit dans les quartiers, que ce Mhm, soit ce système qui nous met en tête et notre système à nous de musulmans. Tu vois, c'est-à-dire mhm, que on a du mal à se positionner. Tu vois. Et moi, ces 3 dernières années où je me suis libéré de beaucoup de choses, tu vois, mhm, que ce soit des fréquentations, que ce soit des habitudes, que ce soit qu'elles soient alimentaires ou qu'elles soient, voilà, j'ai fait une restructuration, j'ai mhm, fait mes propres recherches, je suis tombé sur des gens, je suis tombé sur des livres, je suis tombé sur des qui ont fait qu'en fait, je me suis dit, on se fait arnaquer des deux côtés, tu vois. mhm, Donc, mhm, moi aujourd'hui, je vais aller dans un terrain
sur lequel très très peu de musulmans en France vont, tu vois. Et j'espère, Inch'Allah, que ça fera c'est pas un débat, hein, c'est un échange. Nous, entre nous, on sait qu'il n'y a pas de débat, tu vois, c'est un échange. Et chacun expose ses idées et après, la vérité, elle appartient à Allah Azza wa Jalla. Et en tout cas, ravi de faire ta connaissance, mon frère Daoud. Mais bismillah. David, on va t'essayer de présenter avant que le frère Zied il expose sa thèse, Inch'Allah. Justement, j'aimerais bien moi, que Daoud, il commence. Comme ça, Bah, lui, il va venir pour répondre un peu à ta thèse. Donc, il faut que déjà tu rentres dans ça le vif marche. du sujet. Bah, attends, laisse-le se présenter déjà pour ceux qui ne le connaissent pas. Ok. Et après, Inch'Allah. Ok. Et faut que tu parles plus fort parce qu'on t'entend pas bien, David. Ah, mais il est mignon chez moi. En fait. On entend mal. Moi, je m'appelle Daoud, donc j'ai 36 ans maintenant. Qui a été je suis On t'entend très très mal, on t'entend très très mal. Je crois Alors, qu'il faut que tu parles plus proche de peut-être ton que téléphone. ou peut-être que le micro de ton téléphone, il doit être bouché par quelque chose ou quoi. Ouais, peut-être, ouais. Ah, peut-être. Voilà, là, c'est bon, là. Ah, bah. Là, on Là, t'entend c'est bien, là. parfait. Ouais. Si je fais ça, c'est pareil. Vas-y, dis-nous, parle un peu. Je disais, j'ai fait. Non, C'est avant la c'était même. mieux. Quand tu l'avais dans ta main, c'était mieux. Bon, bah alors, ouais, c'est Là, c'est c'est parfait. Ah, ça. super, super. Donc, moi, j'ai 38 ans. Oh, déjà, On t'entend plus, là. moi, je suis surpris. Je ne savais pas que ça allait Voilà. être un peu comme un débat. Tu m'avais dit, viens, est-ce que tu peux parler pour Ah, d'accord, démontrer d'accord, la d'accord. France ou pas? Ouais, bah, désolé. Je t'ai mal fait comprendre les choses. Et c'est pas grave. Donc, moi, ça fait 20 ans que je suis musulman. Alhamdoulilah, j'ai fréquenté beaucoup on va dire des courants, j'aime pas ce mot, mais j'étais investi dans le travail islamique pendant tout le temps où j'étais en France. Au fur et à mesure de mon évolution, je me suis rendu compte que être dans une situation de minorité, dans un contexte défavorable, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour évoluer. Donc, ça fait 3 ans maintenant que j'habite en Turquie et je compte y rester, hein. Et voilà. Après, ce que j'ai fait dans ma vie, bon, j'ai fait beaucoup de choses, c'est pas la peine d'épiloguer dessus. Bah, alhamdulillah. Taïb, bah, écoute, Zied, bismillah, explique-nous un peu ta thèse, la problématique. Mm. Bah, déjà, quel, euh, qu'est-ce que tu vois, on va dire, euh, tu parlais d'une vision sur laquelle Mm. les musulmans étaient. Bah, en fait, quelle est cette vision que toi aujourd'hui, tu es aux antipodes de cette vision? Mm. Alors, juste un truc pour corriger. Bon, après toi, c'est le titre que tu as mis. Moi, à la base, c'était les Hmm. musulmans peuvent-ils aimer la France? Tu vois. Peuvent-ils aimer Parce la que France? doivent-ils, tu sais, on rentre dans le cadre de l'obligation, tu connais, on oblige les gens D'accord, à rien, tu vois. d'accord. Donc voilà. Hmm. Donc moi, pour répondre justement à ça, moi, je dis les musulmans, ils peuvent aimer la France. Mais à partir du moment où ils prennent leurs responsabilités dans le pays. Tu vois. Hmm. Tu peux pas, par exemple, on va dire, je vais prendre un exemple concret. Mhm. Tu pourras jamais, par exemple, parce que voilà, on parle beaucoup de ça par rapport par rapport à ta chaîne ou ta page Instagram. Par exemple, si tu t'investis pas à fond, par exemple avec ton épouse, quelque chose comme ça, Mhm. il pourra pas y avoir, par exemple, une relation, une complicité, etc., qui pourra se mettre en place entre toi et elle. Et ben, c'est la même Mhm. chose avec l'endroit où tu peux être. Par exemple, toi, Mhm. Mohamed, tu es au Maroc. Si, par exemple, tu t'apprends pas l'histoire de ce pays, tu vas pas parler avec la population, connaître les coutumes, la culture, les traditions, etc., tu te sentiras jamais comme un poisson dans l'eau là où tu es. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Donc, moi, je commence par ça. Depuis petit, nous, dans les quartiers populaires, moi, je viens du Mhm. 93, et à l'école, on nous a toujours appris, sans nous le dire, tu vois, sans nous le dire, Mhm. mais on nous a Mhm. toujours appris que, comment dire, que c'était subtil, hein. On nous faisait toujours comprendre que la France, elle a commis que des méfaits. La D'accord. colonisation, l'esclavage, Mhm.
comment dire, le pillage de certaines populations. On nous a toujours appris que la monarchie, c'était quelque chose de mauvais, que les rois ont toujours été des tyrans, etc., etc. Sans nous dire que ça l'était, mais on nous faisait comprendre dans ce sens-là. Tu vois, ça, c'est le fruit du travail d'une certaine cabale, hein, qu'on va pas citer ce soir, hein, je veux pas que tu aies des problèmes, frérot, tu vois. C'est le travail d'une certaine cabale, on va dire d'une élite judéo-chrétienne, mais rien que ce mot judéo-chrétien, il ne veut absolument rien dire, parce que dans l'essence même du judaïsme, tu vois, Jésus, alayhi salam, il le déteste, tu vois, il le haïsse, donc ça ne veut strictement rien dire, ça veut dire que dès le départ, le concept, il était archi faux, tu vois. Ensuite, ça c'est l'école. Après, t'as ce qu'on nous a mis dans la tête en tant que gens de banlieue, tu vois. Ce qu'on nous a mis dans la tête en tant que gens de banlieue, c'est, les slogans, nique la France, la police, les nanani, tous ces trucs-là qui viennent de la gauche, tu vois, une certaine gauche, tu vois, une gauche très bourgeoise, tu vois. On nous a appris la culture de la victimisation, toujours faire comme la communauté qu'on peut pas citer, c'est-à-dire demander des réparations sur l'esclavage, sur les colonies, etc., etc. Moi, ce que je me dis sur ça, je sais que je rentre dans un sujet sensible, mais moi, ce que je me dis sur ça, je me dis quoi? Je me dis, la France, du moins parce que moi, en fait, je dissocie toujours la population des institutions républicaines. Je fais toujours la différence, tu vois? Et c'est ce que j'ai appris à faire, mais je vais y arriver. Et le truc, c'est quoi? C'est que cette culture de sans cesse, tu vois, demander réparation, de sans cesse, demander des comptes, de sans cesse invoquer la souffrance de nos peuples, tu vois, qui ont subi ça de la part de la République française. J'insiste bien, de la part de la République française maçonnique et judéo-chrétienne, tu vois. À partir on va pas revenir sur Vatican II, etc. Sinon, on va jamais s'arrêter, tu vois. Donc toutes ces choses-là ont fait en sorte, enfin toute cette atmosphère, tu vois, de la gauche universaliste, gauche bourgeoise, etc. Ça nous a amené à un moment donné à ne plus se prendre en main, ne plus se responsabiliser, tu vois, et devenir des pleurnichards. C'est-à-dire sans cesse invoquer, par exemple, j'aime pas ce mot, hein, mais quand un Français de souche, tu vois, quand un Français de souche, il se met à critiquer, on va dire, je sais pas moi, un Maghrébin qui arrête pas de foutre le bordel, on dit c'est un raciste. Mais pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Alors que le Français de souche, de base, il est dans son pays. Et quand le Français de souche, il va dans le pays à nous, c'est tranquille. Quand tu dis ça, ça veut dire que le Français pas de souche, il est pas dans son pays? T'as dit quoi? Quand tu dis que le Français de souche, il est dans son pays, ça insinue que le Français qui n'est pas de souche, lui, il n'est pas dans son pays? Ah si, non, il est dans son pays. Mais c'est autre chose. Pour ça, je t'ai dit, on va y arriver. Tu vois? On va y arriver. C'est autre chose, d'accord. Ah oui, c'est autre chose, clairement. Je prends des notes. Prends note. Je suis ton professeur ce soir. Et qu'est-ce que je veux dire? Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que on en est arrivé à devenir justement des gens qui ont sans cesse pleurniché. Aujourd'hui, il y a un nouveau concept, ça s'appelle l'islamophobie. Moi, ce terme-là, je le refuse, mais catégoriquement. Parce que en tant que musulman, je peux pas, moi, me permettre de dire que l'islam, ça fait peur. Déjà, premièrement. Parce que islamophobie, c'est-à-dire on parle de l'islam. Quand on prend le terme de l'islam, c'est-à-dire salama, ça veut dire que c'est tiré du mot paix, quand on le traduit, tu vois. Et la paix, salam, etc. C'est-à-dire que c'est une personne qui accepte l'islam, c'est une personne qui accepte la paix avec elle-même, la paix avec, tu vois ce que je veux dire? Ça. Et à côté, on a phobie. Phobia, c'est-à-dire tirer, la phobie, c'est étymologiquement parlant, dans la traduction, c'est la peur, tu vois. Et aujourd'hui, dès que, par exemple, pareil aussi, dès que la population musulmane de France, elle est stigmatisée pour des faits, on va dire, réels, je parle pas de tout ce qui est abus, machin et tout, hein. Je parle des faits réels, tu vois. Dès qu'elle est stigmatisée sur des faits réels, on crie aussi directement à l'islamophobie, tu vois. Alors que ce qui vient de se passer, c'est réel. C'est la cause d'un musulman qui a causé du tort à quelqu'un, etc. Donc il faut qu'il assume cette responsabilité, mais, tu vois, arrêtez sans cesse de dire que c'est parce que je suis musulman que vous me stigmatisez. Moi, je suis sorti de ce schéma. Et ça fait même depuis petit, tu vois, quelqu'un qui connaît son histoire, etc., tu as vu, le racisme, toutes ces choses-là, ça l'atteint pas. Que tu connais ton histoire, tu vois, et t'es solide.
Tu vois, tu faiblis pas en fait. Mhm. Et le truc, et maintenant, moi j'en suis arrivé à une conclusion. Comme je t'ai dit, j'ai fait mes propres recherches. Tu vois, j'ai fait mes propres recherches. Mhm. Mhm. Et j'ai découvert qu'en fait, il y a quatre choses qui font que la situation actuelle en France, elle est, enfin, qui font que la situation du musulman en France, elle est compliquée pour lui dans un sens, on va dire, comment on peut dire ça, euh, d'ancrage, tu vois, d'ancrage Mhm. sur le territoire sur lequel il est né. Moi, je parle bien des gens qui sont nés en Mhm. France, tu vois. Euh, Il y a quatre choses qui sont compliquées. Déjà, il y a le principe de la construction européenne. C'est-à-dire. Ensuite, c'est-à-dire, bah, c'est qu'en fait, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, l'Union européenne aujourd'hui, elle est basée sur les mêmes principes racialistes, tu vois, que l'Union soviétique Mhm. à l'époque. Tu vois, l'Union soviétique à l'époque, c'était la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, etc. Tu vois, quand le bloc soviétique il s'est effondré, bah, tous ces pays-là ont pris leur indépendance, etc., etc. Tu vois. Et aujourd'hui, on est dans le même principe. On est dans le même principe, c'est-à-dire que on a ouvert les frontières, tu vois. On a ouvert Mhm. les frontières, c'est-à-dire je crois que c'est le traité de Maastricht, si je me trompe pas, Mhm. ou Schengen, pardon, c'est Schengen, tu vois. C'est le traité de Schengen. Et ce qui fait qu'il y a des populations blanches d'Europe de l'Est qui sont venues en France, tu vois. Ces populations-là, elles récupèrent, on va dire, on va dire, elles récupèrent tout le travail. Tu vois, il y a une, comment est-ce qu'on peut appeler ça, la main-d'œuvre, elle est moins chère, tu sais, les Polonais, les Croates, les Albanais, etc. C'est des gens, tu vois, là où le français, il est payé au SMIC, tu vois, ces gens-là sont payés, on va dire, 300 balles, 400 balles, ils envoient ça au pays. D'où il y a une directive qui s'appelle la directive des travailleurs détachés, mais après, bon, c'est autre chose, tu vois. Et le truc, c'est Mhm. quoi? C'est que ces gens-là, on va dire, récupèrent des parts de marché au niveau du marché du travail. Résultat, qui c'est qui s'en prend plein la tronche? C'est nous, les fils d'immigrés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a Mhm. ce premier point-là. Ensuite, il y a la situation économique, l'euro, tu vois. Il y a la situation Mhm. économique qui fait que on n'a pas d'indépendance monétaire. C'est-à-dire que ça Mhm. embrase tout le monde et que tu sais très bien que quand t'as pas de sous, tu sais, et que quelqu'un de faible, que tu regardes les médias, on parle des musulmans Euh, directement, bah, Inch'Allah, il faut que tu développes vite, comme ça les femmes vont pouvoir réagir, parce que tu as dit beaucoup de ouais. choses, et après on ne pourra pas réagir sur tous les points. Ok. On va oublier. Alors, Vas-y. Mhm. Vas-y, donc moi, dis-le. donc moi maintenant, ouais, donc moi maintenant, ce que je dis, aujourd'hui, le musulman, il peut vivre en France le plus Mhm. normalement possible à partir du moment où il a réussi à faire la distinction entre les institutions républicaines, démocratiques, etc., etc., tu vois, chercher la vraie histoire de France. La vraie histoire de France, c'est la monarchie, tu vois, que ça plaise ou non, je le dis, c'est la Mhm. monarchie. Et la monarchie, elle avait un principe, c'était d'aller au secours des populations les plus opprimées. C'était ça le principe numéro 2 de la monarchie. Le numéro un, c'était bien sûr, tu vois, d'être les représentants de Dieu sur terre. Tu vois, c'est le principe Mhm. d'une monarchie, c'est ça. Le deuxième, c'est de secourir les populations les plus opprimées. À partir du moment où cette monarchie s'est embourgeoisée, c'est-à-dire avant 1789, la Révolution française, qui a été un tournant, on a eu Mhm. la franc-maçonnerie intégrée par le judaïsme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la République française, démocrate, laïque, tout ce qu'on veut, toutes ces choses-là, moi, je les rejette. Mais moi, quand je dis je suis français, je dis je fais partie de la population française. Mhm. Parce que après, j'y reviendrai, je suis sur un projet avec des gens Mhm. qui va peut-être, Inch'Allah, qui va peut-être changer le cours des choses dans le pays. Pour les musulmans, D'accord. et comme pour l'ensemble des Français. J'en parlerai après. Donc moi, Vas-y, pour ok. terminer ce que je dis, c'est que, voilà, pour terminer ce que je dis, c'est qu'il faut faire la différence entre la population française et les institutions de ce pays, Mhm. franc-maçonnes, républicaines, sionistes, judéo-sionistes, tout ce qu'on veut. Mhm. Ok. Bah, frère David, est-ce que tu veux réagir à tout ce que le frère a pu dire? Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à tout ça? Prends ton téléphone, comme ça on va bien t'entendre. Alors, moi, si j'ai bien compris, la thématique était est-ce qu'on peut aimer la France? Mhm. En fait, c'est une problématique, c'est pas une simple question, c'est une question qui sous-tend plusieurs autres questionnements. Déjà, est-ce qu'on peut aimer la France? Ça pose déjà la question d'une possibilité. Est-ce que c'est possible, pas possible? Je trouve que se poser ce genre de questions,
après un demi-siècle de présence, c'est déjà en soi problématique. Ensuite, quand on dit aimer, on parle de quel type d'amour? Parce que c'est un amour sous forme de patriarcat, pardon, Du patriotisme. sous forme Patriotisme. patriotique. Mm. Je suis fatigué, il est minuit et demi chez nous. Est-ce que c'est sous forme de patriotisme? Est-ce que c'est sous le sens d'appartenir à la nation française avec toutes les connotations que le terme de nation il comporte en lui? Ça, c'est des questionnements qu'il faut avoir. Ensuite, quand on parle de la France, de quoi on parle? Alors, c'est comment ton prénom? Zied. Ziad. Zaid, hein? Zied. Mm. Ziad. Non. Ziad, il a parlé il a différencié, par exemple, les institutions, ce qu'on pourrait appeler l'État profond, hein, Mm. et la population. Euh, c'est un bon raisonnement. Est-ce que quand on parle de la France, on parle de l'État français? Est-ce qu'on parle de l'administration française? Est-ce qu'on parle de l'histoire de France? Est-ce que nous, par exemple, on peut se sentir, comment dire, est-ce qu'on peut être fier de l'histoire de France, tu vois, en tant que musulman? Est-ce qu'on peut être fier, par exemple, est-ce qu'on peut être fier que les croisades, elles ont été proclamées en France? Est-ce qu'on peut être fier que la colonisation, ça a été inventé en France, Mhm. par exemple? Mhm. Euh, est-ce que la culture française, on peut avoir un attachement à la culture française? Est-ce qu'on peut être attaché au peuple français? Est-ce que, est-ce qu'on est dans quelque chose qui est mutlaq, c'est-à-dire quelque chose d'arrêté, de défini, Mhm. euh, ou est-ce qu'on est sur quelque chose finalement d'aléatoire en fonction du contexte? Tout ça, c'est des questions sur lesquelles il faut que chacun il doit réfléchir en fait. Moi, je vais pas dire oui ou non, tu vois, c'est pas comment dire. Mhm. On va pas faire comme les fatwas du net. Oui, tu peux Mhm. faire, oui, tu peux pas faire. Chacun, il doit comprendre juste que cette question, elle enjoint beaucoup de choses. Elle comprend plusieurs paramètres. Mais avant toute chose, pour répondre à ces questions, il faut avoir des éléments. Déjà, pourquoi on est français? Là, pourquoi on est français? Ben, pour certains, ça semble une question simple. On est français parce qu'on est né en France. Mais en vérité, c'est beaucoup plus complexe que ça. On est français parce qu'on s'est fait coloniser par les Français. Si les Anglais seraient venus, on serait anglais. Si les Espagnols seraient venus, on serait espagnol. Est-ce qu'on serait fier d'être espagnol? Est-ce qu'on devrait aimer plus Madrid que Paris? Tu vois? C'est des questions il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir. Ensuite, comment on est français? Comment on est français? C'est ça aussi la question. Est-ce que, par exemple, quand on est musulman, on peut être français comme on veut? Moi, je sais pas. Est-ce que, par exemple, on peut avoir une certaine liberté, ne serait-ce que dans l'engagement? Donc, il a parlé de l'engagement. Est-ce qu'on est libre de s'engager? C'est ça la question. Mhm. Moi, j'étais, par exemple, pendant 10 ans, dans les projets d'ouverture d'écoles musulmanes. On en a ouvert certaines, alhamdulillah. Aujourd'hui, on voit, juste là, en 15 jours, ils en ont fermé 3-4. Mhm. Euh, on voit la pression, toute la pression qui est faite autour de ça. Mhm. Donc, est-ce que finalement, comment on est français, en fait? Comment on est français et musulman, surtout? C'est ça, hein. Mhm. Donc voilà, tout ça, c'est les questions qu'il faut se poser en préambule, qu'il faut tenter de répondre, que chacun doit essayer d'amener dans son raisonnement pour avoir sa réponse. Après, le frère Zied, il a dit on pouvait vivre en France si on avait le sens des responsabilités. Je le rejoins un peu, dans la mesure où, normalement, dans le fiqh musulman, dans notre tradition juridique musulmane, si on vit dans un État qui n'est pas musulman, on est censé s'investir pour la préservation de notre religion. Donc, quelque part, c'est logique. Par contre, force est de constater que, ben voilà, la liberté d'enseignement, on l'a plus. On n'a plus cette liberté d'enseignement. D'enseigner à nos enfants ce qu'on veut, comme on veut, c'est une liberté qui est en train d'être perdue. Et moi, je considère que c'est une ligne rouge qu'on peut, qu'on, qu'on peut pas franchir, parce qu'on peut on peut subir des actes racistes, on peut subir la haine des autres, on peut subir beaucoup de choses. Mais le fait qu'on ne soit pas propriétaire, euh, je vais faire mon français aussi, parce que ça fait 3 ans que je suis là. Dis-le nous en Le fait turc. qu'on ne soit pas arrivé, allez. Le fait qu'on ne soit pas
les personnes prioritaires dans l'éducation des enfants d'un point de vue légal maintenant, ça pose une grande réflexion. Ensuite, le frère Ziad, il a parlé de la République française. Il a dit des choses intéressantes. C'est vrai que les discours de gauche, ils ont pas aidé les musulmans. Ça, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, l'islamophobie. C'est vrai, moi, je suis contre le terme islamophobie. En turc, on n'a pas le terme islamophobie. On a islam düşmanlık. C'est l'ennemi de l'islam. Ça, c'est ennemi de l'islam. Barakallahu Mais il fik. n'y a pas, il y a pas, il y a pas islamophobie, tu vois. C'est la haine de l'islam, c'est l'inimitié contre l'islam. C'est vrai que les discours de gauche, ça fait, nous on le déplore, hein, ça fait 30 ans qu'ils ont orienté les musulmans dans un mauvais sens. Déjà dans leur engagement et dans leurs revendications, c'est vrai, on le voit tous les jours. Là, pas plus tard qu'hier, par exemple, c'était le 11 novembre, on a vu des gens qui étaient pas contents que la mosquée de Paris n'a pas été invitée aux célébrations, aux, aux- aux célébrations du 11 novembre, euh, et que c'était scandaleux qu'on pouvait pas célébrer les collabos qui ont participé à la destruction du monde musulman. Donc c'est un peu, voilà où ça nous mène un peu l'idéologie gauchiste en France. Je suis tout à fait d'accord. Après, quand Ziad il a parlé des problèmes de construction européenne, moi je crois pas que c'est un problème de construction européenne. Euh, Pourquoi? Parce que si on prend la première communauté musulmane d'Europe, c'est les Turcs, ils sont 8 millions. Ils souffrent pas de ces problèmes-là, ils sont essentiellement en Allemagne, on les retrouve en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas, en France dans une moindre mesure. Et on n'a jamais eu ils ont jamais les problèmes que nous on a en France. Donc c'est pas, je pense pas que c'est pas un problème de construction européenne, sinon ils auraient eu les mêmes problèmes. C'est pas un problème d'indépendance monétaire. Quand la France elle avait son franc indépendant dans les années 1890, 1895 et qu'il y avait des immigrés italiens, elle s'en prenait aux immigrés italiens de la même manière. Il y a une longue tradition française dans ce pays, c'est que les- l'étranger, il est toujours méprisé. Par contre, là où il y a une réalité, c'est que les Italiens, au bout d'une génération, on les considère comme, enfin, au bout de 2 générations, on les considère comme des Français. Mais les Arabes, les Berbères, les Africains et les Turcs, au bout de 4 générations, même s'ils changent leur prénom, même s'ils changent leurs habitudes, on les considérera toujours comme des Arabes, on les considérera toujours comme des personnes extérieures, même au bout de 4 générations. Nous-mêmes, les convertis, quand on rentre dans l'islam, on nous dit qu'on est devenu des Arabes, qu'on est devenu des Turcs. Yannick, on nous a retiré notre francité. On n'est plus français. On est, voilà, on n'est plus français. On n'est plus français. C'est une réalité, hein, ça, c'est une Mhm. réalité. Donc voilà, moi j'ai pas de comment dire, j'ai pas une réponse catégorique oui ou non, mais dans le contexte particulier de la France du 21e siècle, moi je peux pas aimer la France, je peux pas aimer un pays qui me fait sentir étranger dans mon propre pays, je peux pas aimer un pays qui me combat pour ce que je suis en fait. Et je peux pas aimer un pays où je peux pas éduquer mes enfants comme je veux. Et je peux pas aimer un pays qui glorifie les gens qui ont combattu notre modèle politique, nos sociétés. Parce que il a dit une chose intéressante. Ziad, il a parlé de la monarchie. La vraie France, c'est la monarchie. Mais c'est cette monarchie qui a combattu l'islam. Il faut savoir que la France, elle est devenue. Qu'est-ce qui fédère les Francs? Qu'est-ce qui fédère les Francs et qui ont fait une tribu d'exception parmi les autres au 8e siècle? Ben, c'est parce que ce sont les seuls à fédérer contre un ennemi commun qui est l'islam. Donc, en 721, quand les musulmans s'introduisent dans le sud de l'actuelle France, c'était pas encore le territoire des Francs, mais c'était dans le territoire des Européens, de la Narbonnaise, territoire des Aquitains, territoire que disputaient justement les Francs avec les Aquitains. Et ben, c'est comme ça que Charles Martel il s'impose. Charles Martel il s'impose parce il passe pour le héros chrétien qui vient libérer finalement, la chrétienté. Et ça, c'est une réalité qui a été enseignée pendant des siècles et pendant des siècles. Je vous rappelle qu'au XIIe siècle, on avait la chanson de Roland où on fait
où on fait l'apologie d'une armée musulmane qui se fait massacrer par des Français. Et on était au XIIe siècle. On était au XIIe siècle. Je vous rappelle aussi les croisades, l'endroit où on a prêché les croisades, et donc et avec les conséquences que ça a eu pendant 2 siècles. C'est en France que la croisade a été prêchée. Et les rois de France sont très actifs dans la croisade, ils participent. Louis IX, il fait construire même des ports. Louis IX participe à plusieurs croisades. Il participe notamment à la Septième, il participe à... Là, pas plus loin que chez moi, là, à 20 kilomètres de chez moi, on a une montagne, il y a de l'écho. Ouais, Ouais, excusez-moi, je crois que c'est. c'est. Attends, c'est un pote à moi. Akmek, je te rappelle, frérot, je peux pas te répondre, là, je suis sur le live directement. Je te rappelle, frérot. Excuse-moi. Là, à 20 kilomètres de chez moi, on a une montagne, qui s'appelle Kazakh Beli. Kazakh Beli, on a un roi de France qui est venu ici, Louis VII, avec son armée, il s'est fait massacrer ici, par les, par les Seldjoukides. Donc, et ça, c'était le royaume de France. Je vous rappelle, quand François Ier fait l'alliance avec le sultan Soleiman le Magnifique, au bout de 10 ans, il rompt son alliance et il va se remettre avec Charles Quint. Je rappelle que l'Algérie, par exemple, on dit toujours l'Algérie, c'est un problème républicain. C'est vrai que c'est la deuxième république qui transforme l'Algérie en colonie de peuplement. C'est vrai que c'est la troisième république qui a subi tous ces fantasmes en Algérie, et pas que en Algérie, mais dans les colonies de manière générale. C'est vrai que c'est la quatrième république qui doit gérer les guerres décoloniales, et c'est vrai que la cinquième, elle est dans une idéologie postcoloniale, mais il faut pas oublier que les tentatives de colonisation d'Algérie, elles datent déjà de Louis XIV. Faut pas oublier que Louis XIV, 2 fois de suite, il a essayé de prendre l'Algérie. Faut pas l'oublier, ça, faut pas l'oublier. Et ça, on était dans l'époque de la monarchie. Moi, je pense que ce pays, il a un problème avec l'islam. Il y a eu une certaine atténuation. Pourquoi? Parce qu'avec les 2 guerres mondiales qui se sont pris dans la tronche, le fait qu'il y a eu, comment ça s'appelle? Le pays se soit modernisé et qu'on a eu j'ai oublié en français comment ça s'appelle, la transition démographique qui se soit appliquée, les gens se reproduisaient plus, donc il y avait toujours sans cesse besoin de ramener des immigrés. Je vous rappelle quand même, en 1913, il y a 1,3 million d'étrangers en France. Donc c'était des Italiens, c'était des Yougoslaves, c'était des Polonais, mais en 1913, il y avait déjà 1,3 million d'étrangers qui venaient travailler. Et donc, il y avait toujours un besoin de renouveler, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, une fois qu'ils ont épuisé l'Europe de l'Est, ils ont puisé dans ce qui fuyait de l'Europe du Sud, hein. Donc, il y avait les Italiens, il y avait les Espagnols, il y avait les Portugais. Et puis après, on a pris la main-d'œuvre coloniale. Et ils se sont dit, de la même manière que les Portugais, les Polonais, etc., ils se sont assimilés, ils vont s'assimiler aussi. On s'est pas assimilé, on a gardé notre culture. Et maintenant, aujourd'hui, 50 ans plus tard, il y a des gens qui se réveillent, qui disent, mais oh là là, qu'est-ce qui se passe encore? Dans 20 ans, on sera plus français. C'est un problème qui est récurrent, hein. Faut pas croire que c'est nouveau. Pour nous, c'est nouveau parce que peut-être on s'éveille que maintenant. Si vous regardez l'INA, l'Institut National des Archives, vous regardez des vidéos de l'INA, les questions qu'on pose aux femmes arabes dans les années 70, c'est les mêmes qu'on pose aux femmes arabes dans les années 2010. Est-ce que tu veux te marier avec un Français? Et pourquoi tu te maries pas avec un Français? Et ta tati, et ta tata? Et pourquoi tu parles arabe? C'est les mêmes, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. En 40 ans, 50 ans, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est juste que voilà, maintenant on a des réseaux sociaux, on a peut-être une conscientisation qui est plus visible, parce que c'est vrai, effectivement, en 50 ans, les musulmans, ils sont rentrés dans certains milieux, et donc ils ont accès à certains réseaux qu'il n'y avait pas à l'époque. Mais globalement, la relation dominant-dominé, elle est toujours là, et c'est un problème qui est vraiment français. C'est un problème français. Le monde anglo-saxon rigole de nous, hein. On est la honte du monde libre, hein, si vous regardez d'un point de vue du monde anglo-saxon. Les Russes rigolent de nous. Savoir que les Russes, c'est vrai qu'on critique souvent les Russes par rapport à leur politique en Tchétchénie, etc. Mais les Russes, ils ont très bien compris que 20% de leur population elle est musulmane. Les musulmans, ils ont des grandes mosquées un peu partout. À l'heure du Jumu'at, t'as l'impression que t'es dans n'importe quel pays arabe.
tout est fermé, T'as, t'as, les t'as, grandes t'as, avenues sont t'as fermées, les déjà, routes sont t'as déjà visité la fermées. Russie? C'est un problème, T'as hein? déjà visité la Russie? Non, j'ai pas visité la Hmm. Russie, mais j'ai vu beaucoup de reportages et j'ai beaucoup d'amis russes. Et il y a une réalité. Il y a certaines républiques qui sont en Russie. Parce que vous savez, la Russie, c'est un ensemble de républiques, Mm. Hmm. de territoires. Le Kazakhstan, Et etc. là. il y a des républiques avec différents statuts, ils ont certaines autonomies. Ah, il y a des républiques en Russie, il y a la polygamie. Tu vois. Il y a la polygamie, l'Éden dans la rue, et il y en a, c'est l'islam à droit de cité. Tu peux aller en prison si tu fais une critique de l'islam, tu vois. C'est un problème qui est français. Français. Alors, il n'est pas que français, on le retrouve aussi en Corée du Nord, on le retrouve En Chine, en en Chine. Chine. Mais d'un point de vue du monde occidental, du monde blanc, on va dire, euh, ben, c'est un problème qui est français, Hmm. en fait. Parce que même les Belges, même les Canadiens, ils n'ont pas ce problème. Ouais. Alors que les Canadiens, ils parlent anglais, les Belges, pardon, ils parlent français, les Belges aussi. Voilà, c'est un problème qui est français. Le français, il a un complexe avec l'islam. Il veut dominer l'islam. C'est comme ça. Et moi, je peux pas me sentir concerné par un peuple comme ça. C'est pour ça que je suis parti. Parce que mon objectif, c'est pas de faire des vacances comme il y en a, tu sais, il y en a, ils font Hijra à Dubaï, là. Pendant 2 ans, 3 ans, ils vont en vacances. Après, ils disent, bon, allez, on rentre, il n'y a plus d'argent. Non, non, moi, mon objectif, c'est une défrancisation. C'est de la même manière que pendant 5, 6 siècles, les Français européens, les Français musulmans, quand ils rentraient dans l'islam, ils quittaient la France, ils devenaient turcs, ils devenaient berbères, ils devenaient tous sauf français. Ben, moi, je m'inscris dans ce processus. Yani, je sais pas aujourd'hui quelle pertinence il y a à élever des enfants français qui disent je suis français, vive la France, cocorico. Je vois pas, en fait. J'en vois pas. Taïb, je vais te Voilà. couper. Moussa, je vais te laisser réagir. Je veux vite faire réagir avant que j'oublie ce que j'ai à dire. Il y a beaucoup de choses qu'il a dit, notre frère David, que je partage. Zied, il a soulevé des points. Il y a des points que je partage sur ce que Zied il a dit. Il y a d'autres points que je partage pas. Il y a une femme, elle s'appelle Karima Lazali. Elle a écrit un livre où elle parle des traumas coloniales. Parce que Zied, en fait, il parlait au début, il disait que malheureusement, nous, on a grandi en France et on nous a pas inculqué cet amour de la France. Et moi, qu'est-ce que je voudrais répondre à Zied, c'est que tu prends l'une des minorités les plus présentes en France, c'est les Algériens. Tu prends un immigré algérien qui a encore ces traumas coloniales euh, que son pays a vécu en Algérie, tu le mets en France, quand tu sais qu'en Algérie, les Français sont arrivés en 1830 et il y a eu 1 million de personnes qui ont été tuées en Algérie suite à cette colonisation. Comment tu veux que cette personne puisse inculquer à son enfant l'amour de la France alors que cette personne elle a encore en fait ces traumas coloniales de ce qu'ils ont vécu. Donc moi sincèrement, moi par exemple, moi quand je prends ma mère, moi je suis originaire du Gabon. Ma mère elle est née en 1953. Quand ma mère elle a, Ah, t'es un ouais Gabonais. moi je suis gabonais moi. Ah, machallah. Comment j'ai pas entendu. Mon meilleur ami, c'est un Ah Gabonais. ouais, machallah. Donc, ma mère elle est née en 1953. Quand ma mère elle est née, le Gabon, il était encore sous colonisation française. Ça veut dire que nous, la plupart de nos parents, on va dire en général, pour la plupart, ceux qui ont des parents qui sont nés dans les années 50, la plupart de nos parents sont nés sous la colonisation française. Parce que la plupart des pays africains, la, la soi-disant indépendance, c'était en 1960. Ça veut dire que tu prends des parents qui ont vécu sous le système colonial. Et le système colonial, c'est pas un système qui est des plus tendres. Ça veut dire que tout naturellement, lorsque l'on arrive, nos parents ils arrivent en France, ils ont encore ce désamour. Comment ils vont inculquer ça à leurs enfants? Moi, je comprends tout à fait que ils ont sûrement dû voir des choses atroces. Donc, tu arrives, voilà, en Occident. Et lorsque tu arrives en Occident, je pense que t'es pas accueilli de la meilleure des manières.
Après, tu as par exemple les enfants des tirailleurs, des pieds noirs, etc. Et lorsque leurs parents, ils ont pas été restaurés comme il se doit, ils se sont battus pour la France et n'ont pas été remerciés à juste valeur. Je pense que tous ces traumas-là qu'il y a eu après la colonisation, c'est ça qui a fait que nos parents ils les ont éduqués en France, mais ils vont pas nous éduquer avec l'amour de la France. Je pense que c'est tout à fait normal. En plus de ça, Alors, ouais. tu as la colonisation. Ça veut dire que jusqu'à ce jour, les pays africains, ils sont pas vraiment encore colonisés. Parfois, tu as des gens, parce que c'est arrivé aussi tout à l'heure, peut-on aimer la France? T'en as qui invoquent le fait que la France nous a tout donné. Moi, j'aimerais rappeler une chose qui est très importante, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment Non, moi, ça c'est pas critiquer mon les argument, ça. pays. Non, ça, c'est des arguments des personnes qui ont commenté tout à Ouais, l'heure. ouais. La France nous a tout Ouais. donné, etc. Et j'aimerais rappeler une chose qui est très importante, c'est que il faut rappeler que si la France, elle n'avait pas les colonies, les anciennes colonies, pour structure des colonies, disons-le clairement, la France, ce serait la 15e puissance mondiale. Je pense qu'elle serait même après la Turquie, hein, je pense. Hein. David, dis-moi si je me trompe. Bon, bah oui. Elle serait après la Turquie. Bah, déjà, en termes de PPA, en termes de PIB, PPA, le PIB, mais avec On t'entend pas bien, on t'entend pas bien. avec le PIB, en termes de parité du pouvoir d'achat, Mhm. ben, on est juste derrière la France et l'Angleterre et la France. D'accord. Donc, bien sûr, c'est certain. Donc voilà, donc C'est certain. moi je pense que c'est tout à fait compréhensible que nos parents ne nous ont pas inculqué cet amour de la France parce que je pense qu'on néglige beaucoup les traumatismes que le colonial a pu laisser, que le comment on dit ça, Colonialisme. le colonialisme a pu laisser. Ça c'est une chose. Mm. Après, je pense pas que c'est de la victimisation en fait, parce que tu disais un peu qu'on est dans la victimisation. Moi, je pense pas que c'est de la victimisation. Moi aujourd'hui, je me situe plus dans le combat panafricain. Je me situe beaucoup dans le combat panafricain et je pense qu'aujourd'hui, nos pays, en fait, c'est vraiment spécial. Comme disait une personne tout à l'heure, on est les dindons de la farce parce que d'un côté, la France, elle nous rejette. Les enfants d'immigrés, on est rejetés. Et de l'autre côté, la France, par la colonisation, elle ne laisse pas les pays africains et les autres pays même se développer. Donc en vérité, on a un peu les dindons de la force. Donc lorsque tu es en France, t'es pas aimé, tu te sens rejeté par la société. Et de l'autre côté, on te dit de retourner dans ton pays, etc. Mais ton pays ne peut pas se développer. Pourquoi? Parce que malheureusement, il subit encore le néocolonialisme. Après, là où je te rejoins, c'est vrai qu'il faut faire une différence. On entend un écho. Je crois que c'est David. Est-ce que tu peux couper ton micro Ouais, parce qu'en fait, on entend un petit écho. Tu appuies sur l'écran, tu coupes ton micro. Ou comme tu tenais ton téléphone tout à l'heure, on n'entendait pas d'écho comme quand tu tenais ton téléphone. Voilà. Euh, je disais, là où je suis d'accord avec toi, Zied, c'est qu'il faut faire une différence entre les oligarchies françaises, le gouvernement français et le prolétariat français, parce que parfois on fait l'amalgame entre les deux. C'est pas tout français, que ce soit français de souche ou français d'immigré, mais j'aime pas aussi trop le terme français de souche, parce qu'il y a un intellectuel qui disait qu'un français de souche, c'est un français de plus longue date. C'est C'est un ça. français de plus longue date. Mais On va pas citer son nom. Ouais, on va pas citer son nom, on va pas citer son nom. Mais on va emprunter ce terme-là. C'est vrai qu'il y a une chose qui est je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'il faut pas qu'on fasse l'amalgame. Parfois, il y en a qui font l'amalgame entre le français lambda, le prolétariat et les oligarchies. Et il faut faire une totale différence parce que c'est pas tous les Français le gouvernement ne représente pas tous les Français. Donc ça, c'est une chose sur laquelle je suis tout à fait d'accord avec toi. Et une chose sur laquelle je vais terminer,
c'est que, par contre, il y a une chose aussi que tu as dit qui est réelle et véridique, c'est que les musulmans qui sont en France, en tout cas qui sont là-bas et qui ne, faut pas qu'on se mente. C'est pas tous les musulmans qui vont faire la hijra. Moi, je prône la hijra. Mais je sais que ce n'est pas tous les musulmans qui sont en France qui vont faire la hijra. Donc, je pense que ceux qui sont en France, bah, ils doivent essayer